Je suis céramiste. Autrement dit, j'utilise de la terre que je façonne et que je cuis pour faire des choses qui ne sont pas des choses usuelles. J'ai vécu 2 années en Afrique de l'Est, dans le Zaïre, où j'ai fait 2 années comme coopérant à la place de mon service militaire. Et j'ai enseigné le français dans une petite école de Brousse qui préparait quand même des élèves à l'équivalent du bac chez nous. Et la poterie, là, il y a déjà eu un premier contact. Ça a été un premier contact avec la terre. L'école a dû s'agrandir, donc on a fait des briques en utilisant les techniques qui avaient été développées au Rwanda par les missionnaires Père Blanc, qui avaient amené des techniques de fabrication de briques qu'ils avaient chez eux en Belgique et dans les pays du Nord. Ça a été mon premier contact réel avec la terre. En 88, j'y suis retourné avec une bourse de recherche. L'alibi pour retourner dans ces endroits-là était de faire une étude sur la céramique d'architecture. Donc j'allais dans des lieux où il y avait des productions de céramique d'architecture et qui avaient fait l'objet de programmes de développement. Et mon idée, c'était d'aller voir quel était l'impact de ces programmes de développement, ces transferts de technologie sur la céramique d'architecture traditionnelle qui avait été au départ importée par les missionnaires. Mais les missionnaires avaient vraiment, je pense, bien intégré cette production, avaient bien transmis un savoir-faire qui pouvait être reproductible après une fois qu'ils partaient. J'étais assez fasciné par le fait qu'il y ait encore des pots qui se fabriquaient, des pots de très très beaux, etc. Ma façon de travailler a été renforcée par ce que j'ai pu voir dans la façon de travailler de ces potières, qui travaillent avec peu d'outillage, peu de moyens. Nous, ici, on a une culture quand même de domination. Et l'Afrique est plus dans l'harmonie, dans le fait de se couler dans un rythme. L'artiste, en tout cas, est plus en symbiose avec la nature, ne cherche pas à dominer la nature. Donc mon travail, il est imprégné de cela tout le temps. La terre que moi j'utilise pour faire mes bols raku, c'est la même terre quasiment que la terre des potières en Afrique. C'est-à-dire c'est une terre très grossière ou très naturelle, c'est-à-dire avec une partie plastique et des cailloux qui sont mal décomposés dedans. Donc ça donne une matière très grossière, très fruste, ou en la rendant grossière pour pouvoir permettre des cuissons. Donc moi j'utilise des cuissons extrêmement violentes, un peu comme les cuissons africaines aussi, qui sont des cuissons très très brutales. À Kalabougou, au Mali, on cuit 10 mètres cubes en 1 heure, ce qui est complètement impensable dans nos façons d'aborder la céramique. En Afrique, quand la potière dit « mon atelier il est dans la calebasse, j'ai tous mes outils dans une calebasse », moi c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même dans le sens profond, c'est un peu ça aussi. C'est de faire des choses avec peu et avec ce que j'ai sous la main. Je pense qu'une femme avec une quantité similaire de terre et un potier européen, une femme va faire un pot à la fois plus grand et plus vite que le tourneur européen, parce qu'elles ont une pratique qui est merveilleuse de façonnage. La femme, elle est potière parce qu'elle est femme.
Si elle est femme de forgeron, elle est potière automatiquement. Et cette activité de poterie est associée à la vie quotidienne, à la fois de s'occuper des enfants, de la maison, de faire les enfants, et la façon dont elle travaille la terre, c'est un peu comme si elle faisait des enfants. Elles sont dans des positions qui font souvent penser à l'accouchement, par exemple. Donc il y a cette espèce de joie, même si c'est quand même pas toujours très drôle, c'est une activité assez astreignante. C'est à la fois très concentré et très ouvert à ce qui se passe autour. Les enfants qui viennent téter leur mère alors qu'elle continue à faire son pot, les poules qui passent là au milieu. Dans ces voyages, j'ai réalisé qu'il y avait encore une énorme production de poterie usuelle. Donc à la suite de ça, 2-3 ans après, j'ai monté un autre projet en impliquant d'autres céramistes. On s'est retrouvé à peu près une dizaine de personnes pour aller faire des études dans différents lieux. Donc j'ai défini un certain nombre de lieux qui étaient principalement des villages. Plus qu'un programme de recherche, c'est un programme de rencontre. Et les personnes qui ont été impliquées dans ce projet, effectivement, étaient aussi des personnes qui avaient une expression personnelle à travers la céramique. Et je trouvais intéressant qu'il y ait cette relation, ce contact entre des artistes, entre guillemets, et des femmes potières qui font des objets de tous les jours et d'usage courant. Je pense que pour toutes les personnes, tous les céramistes qui ont été impliqués dans ce projet, ça peut être un choc quand même d'une rencontre d'une autre culture, évidemment, d'un autre environnement de travail. On a eu envie de créer, mon épouse et moi, une association qui s'est donc appelée Argile. Donc cette association, elle avait à la fois pour but de solliciter des gens et de préparer des publications. Et c'est comme ça qu'a pu s'inscrire dans le travail de cette association ce projet autour de l'Afrique et de la céramique africaine. L'approche étude dans cette expérience, ça a toujours été par l'observation et en arrière-plan par rapport à une expérience personnelle. Donc le travail de collecte d'informations, il s'est fait donc non pas par enquête, mais en regardant. Puis on n'avait aucune connaissance des langues locales. Donc il y avait on avait en général quand même quelqu'un qui nous servait de guide et qui parlait français et qui pouvait traduire. Le lien, il se faisait sur le fait qu'on était des potiers. Et je pense qu'elle ne savait plus si on était des hommes ou des femmes, donc il n'y avait pas cet obstacle. Par contre, le guide qui était avec nous, très souvent, on a vite compris qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas leur dire, et donc on ne pouvait pas tellement compter sur lui pour récolter de l'information. Puis je vois, c'est encore toujours pareil, moi quand j'y retourne, la personne, c'est plutôt un obstacle. Donc toutes les observations, toutes les informations qu'on a, elles ont été faites par l'observation directe.
ces céramistes qui sont partis par deux ou seuls, avec comme mission de faire des fiches techniques sur ce qu'ils voyaient, donc des fiches techniques sur la préparation, sur la terre, sa préparation, le façonnage, le décor, les cuissons, éventuellement un peu la commercialisation. Ils devaient faire des photos, donc tout ça devait être documenté par de la photo. Et puis ils devaient ramener quelques pièces du village où ils étaient. Alors j'avais fixé la barre un petit peu haut, c'est-à-dire que j'avais demandé qu'ils ramènent 2-3 pièces, pas plus, mais grandes. Donc cet ensemble de choses qui a été ramené par les uns les autres a été... Donc ça fait une espèce de collection, on pourrait dire une collection collective. L'objectif c'était après de monter une exposition pour relater un peu cette expérience. Et puis on voulait vendre ces pots. On a dit on fera une grande exposition et puis on vendra ces pots, ce qui nous permettra de financer par exemple une publication. Et puis ces pots souvent étaient tellement liés quand même à l'expérience que ces gens avaient faite sur place qu'on ne les a pas vendus. On a fait... ça a fait une espèce de collection qu'on a appelée musée nomade, que nous on a dû... ma femme et moi, stockés chez nous. On a même construit un petit bâtiment pour pouvoir les stocker, pouvoir les mettre en caisse entre chaque exposition. Donc on cherchait un lieu, on a cherché un lieu qui accepterait de prendre cette collection comme ça d'un bloc. Le contact il s'est fait par l'intermédiaire de ce couple de collectionneurs lyonnais, sachant qu'on cherchait un lieu pour assurer une pérennité à cet ensemble, qui était un ensemble, que moi je trouve un ensemble intéressant, qui en tout cas est représentatif des principales pratiques et des principaux savoir-faire autour de la céramique usuelle en Afrique, principalement de l'Ouest. Elles sont restées liées à la vie du quotidien de tout le monde. C'est vrai que nous, on souffre un peu de ça, d'avoir cette impression de travailler d'une manière un peu élitiste. Et quand on voit ces objets vivre, on dit là, au moins, il y a une espèce de sérénité parce qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est beau et c'est tous les jours pour tout le monde. Pour nous, artistes, c'est une question de se dire, toute notre vie, on a travaillé pour faire des collections, pour nourrir des collections de collectionneurs. Certains pensent que la poterie africaine n'existe plus que pour les touristes. C'est un peu une image absurde. Les productions anciennes, pour nous, sont admirables. Ce qu'on voit ici, ce sont des productions traditionnelles anciennes. Mais il y a aussi, petit à petit, des développements de productions qui échappent au vocabulaire de forme traditionnelle, sous la pression des commerçants qui vont faire des commandes à ces potières pour des choses qui doivent servir à la ville. Moi, je pense que c'est assez extraordinaire de voir qu'avec leur savoir-faire, elles peuvent produire des objets d'aujourd'hui pour une catégorie sociale différente, pour les gens de la ville. Certains pensent aussi que la poterie aujourd'hui en Afrique est dégénérée. Mais aujourd'hui, quand sous la pression d'une demande, quand ces femmes font des formes autres, nouvelles, c'est des formes jeunes, c'est des formes qui ne sont pas encore bien mûres, bien abouties, donc que nous on ne trouve pas belles. On dit c'est dommage que ça dégénère comme ça. Ce n'est pas une dégénérescence, c'est à mon avis un développement qui peut, si on leur laisse la possibilité de continuer ce travail, qui peuvent déboucher aussi sur des formes qui plastiquement soient très épurées, soient très belles, soient très adaptées à un besoin.